Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'entreprise de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Sibony. Bonjour Olivier. Bonjour Delphine. Alors Olivier, vous êtes professeur à HEC Paris, à Oxford, spécialiste de la prise de décision, enfin entre autres, et des biais cognitifs. Vous avez travaillé pendant plus de 20 ans chez McKinsey. Vous avez coécrit avec Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie Noise, sur la variabilité justement des décisions humaines. Vous avez écrit aussi, vous allez commettre une terrible erreur sur les biais qui faussent nos jugements. Vous êtes aussi déjà passé sur ce podcast et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous retrouve parce que vous publiez aujourd'hui avec Éric Hazan chez Flammarion « Faut-il encore décider ? La décision humaine à l'ère de l'intelligence artificielle ». Alors ce podcast, j'aime dire que c'est un laboratoire. C'est un laboratoire où on va mettre à l'épreuve des idées, discuter des sujets parfois complexes pour essayer de mieux les comprendre ce qui est en train de se jouer. Donc, merci d'être là avec vous. Et je vais être honnête, quand j'ai ouvert ce livre, je m'attendais à un ouvrage sur la décision, à l'ère de l'IA, bien évidemment. Enfin, le titre est quand même assez clair. Et en fait, j'ai découvert autre chose. Un livre beaucoup plus politique, un livre presque sociétal, qui m'a saisi par ça, qui m'a saisi par le projet. Je pense que c'est un projet en plus qui résonne particulièrement dans les moments qu'on vit. C'est peut-être pas exactement on n'était pas à ce point-là au moment où vous l'avez écrit, mais pour moi, c'est très important. On retrouve donc votre signature, quelque part une base très rigoureuse, très scientifique, mais aussi un vrai message d'espoir. Alors moi, j'ai une question pour vous. Pourquoi ce livre ? Pourquoi maintenant ? Et s'il devait changer quelque chose dans le futur, ça serait quoi ? Pourquoi ce livre ? Et pourquoi est-ce que c'est, comme vous dites, un message sociétal et pas seulement un livre technique sur la prise de décision ? Alors, on a essayé d'abord que ça soit effectivement un livre qui parle de la prise de décision et qui dise aux gens qui doivent prendre des décisions comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA. Et on espère qu'il a un côté pratico-pratique pour les gens qui ont vraiment à prendre des décisions. Mais vous avez raison de dire qu'on s'est aussi rendu compte, en l'écrivant, que quand on pose la question de la décision et du rôle de l'IA dans la décision, on s'attaque à quelque chose qui inquiète beaucoup de gens, souvent à tort, parfois à raison, parce qu'on touche à notre liberté, à notre autonomie. Le fait de prendre des décisions, au fond, décider, c'est être libre. Décider, si je décide plus, si je n'ai plus la liberté des choix que je fais, et si l'IA les fait pour moi, est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans une espèce de dictature ? Alors dictature, le mot est fort, mais peut-être de dictature un peu soft ou de faiblesse, de renoncement à la décision, de renoncement à la difficulté de décider, de renoncement à la responsabilité qui vient avec la liberté de décider. Et c'est une inquiétude qu'on voit partout en ce moment. On la voit sous plein de formes. On voit des gens qui disent « Mais alors, est-ce que je suis manipulé par les IA ? Et si oui, par qui ?» On voit même aujourd'hui des chercheurs, des milliers de chercheurs qui signent une pétition pour se déclarer objecteurs de conscience face à l'IA. 3000 universitaires qui signent une tribune disant « Nous n'étudierons pas l'IA, nous ne critiquerons pas l'IA, nous n'enseignerons pas l'IA, nous n'utiliserons pas l'IA dans nos recherches, nous ne toucherons pas à l'IA, c'est tabou, c'est mal. » Donc on voit qu'il y a quand même une inquiétude très très forte. Et on s'est dit qu'en fait, si on ne traitait pas le sujet de quand est-ce que cette inquiétude est justifiée, quand est-ce qu'elle ne l'est pas, et comment est-ce que démocratiquement on peut s'y attaquer, on passerait à côté du sujet. Et donc on a voulu traiter ce sujet-là aussi. Donc en fait, vous avez raison, c'est aussi un livre sociétal. On en parlera à la fin, mais avant tout, on va revenir sur quelque chose que vous avez évoqué et qui résonne, puisque moi j'entends beaucoup de DRH, de managers me dire que ils ont été formés, donc il y a beaucoup d'investissements en formation à l'IA en entreprise aujourd'hui, et c'est une bonne chose. Alors pas partout, mais dans une grande partie. Mais néanmoins, ils savent pas en quoi en faire, ils sont extrêmement dubitatifs. Cette inquiétude dont vous parlez, moi je la sens de plus en plus forte. Je sens des personnes me dire je vais me mettre en retrait aussi, de manière complètement irrationnelle, puisque encore une fois, c'est un sujet complexe qu'on ne maîtrise pas. Il y a ce côté, on l'évoquait avant, et vous en parliez, je suis manipulée, mais par qui ? Donc, est-ce qu'on peut revenir sur ce sujet, parce que vous le traitez dans le livre, et vous expliquez, vous donnez des éléments clairs sur à la fois ce qu'est l'IA, d'où ça vient, et ce qui était là déjà précédemment, et qui pouvait, et puis aussi, vous revenez plus précisément sur, quelque part, le potentiel que peut nous offrir l'IA par rapport, j'ai envie de dire, aux risques qu'on peut y voir. Une des raisons de l'inquiétude, c'est que l'IA, c'est énormément de choses. Et il y a énormément de sortes d'IA qui permettent de faire énormément de choses. Nous, on a voulu traiter d'un sujet précis, qui est l'IA et la prise de décision. L'IA qui peut
se substituer à nous pour décider, nous aider à décider à notre place. Il faut voir les différents modes et on essaie de les détailler. Quand les gens disent qu'ils ont été formés à l'IA, ça peut vouloir dire des tas de choses. Ils ont appris à faire des prompts. Souvent, ça veut dire qu'ils ont été formés à l'utilisation de l'IA générative et qu'on leur a appris à faire des prompts et qu'on leur a dit, grosso modo, attention, méfiez-vous, ne prenez pas la réponse pour argent comptant, ce qui est un bon réflexe. Mais l'IA, c'est pas que ça, et l'IA décisionnelle en particulier, c'est pas que ça. Si vous êtes trader et vous utilisez du trading algorithmique, vous ne faites pas un prompt à ChatGPT pour lui dire « aujourd'hui, fais des trades pour moi ». Si vous êtes radiologue et que vous utilisez une IA qui va lire les radios pour vous, vous lui dites, vous n'allez pas sur Claude pour lui dire tiens, je vais t'uploader une photo de la radio que je viens de prendre et tu me diras s'il y a une tumeur dedans. Non, vous avez des outils ad hoc pour ça. Donc, il y a quand même des tas de formes d'IA qui sont packagées différemment et qui fonctionnent différemment de l'IA générative qu'on a tous en tête. Donc déjà, gardons à l'esprit que quand on dit IA, les gens pensent au chat GPT qu'ils ont sur leur téléphone. Et c'est pas que ça, loin s'en faut. Ensuite, quand les gens sont inquiets de l'IA, ils sont inquiets pour plein de raisons. La raison principale, je crois, quand je parle aux gens, c'est est-ce que l'IA va me prendre mon job ? Est-ce que je vais devenir inutile ? Et ça, c'est une application de l'IA qui est très importante, qui est l'automatisation d'un grand nombre de tâches. Quand on a l'impression, à tort ou à raison, qu'on fait un grand nombre de tâches qui sont automatisables, on est inquiet et dans certains cas, on a raison de l'être. Si on est traducteur de notices techniques, on a raison d'être inquiet. Enfin, on ne l'est plus d'ailleurs parce qu'on a tellement raison d'être inquiet que c'est en voie de disparition. Quand on est un manager, on se dit il y a des tas de choses que je fais que l'IA pourrait faire mieux que moi et c'est un petit peu inquiétant. Je pense que l'inquiétude est un petit peu exagérée pour plein de raisons dont on va parler, mais je comprends l'inquiétude. Et pour vous, elle est exagérée pour quelle raison ? Quand on parle, alors pour le coup on s'éloigne un petit peu du sujet de la décision, oui, mais on va revenir. Quand on parle de manière générale de l'IA, je crois que les prévisions qui vous disent que 90% des jobs de col blanc vont disparaître sont assez fantaisistes. Elles sont fantaisistes d'abord parce qu'elles sont faites par des gens qui ont un grand intérêt à dire ça, pour justifier les valorisations délirantes des entreprises d'IA. Donc si j'étais chez OpenAI ou chez Anthropic, je penserais probablement ça et je le dirais probablement. Ensuite, parce que c'est pas parce qu'une chose est possible qu'elle est techniquement possible, qu'elle est et même économiquement attrayante qu'elle est effectivement réalisée. Il y a des tas de choses que les entreprises peuvent faire, pourraient faire, devraient faire si leur seul objectif était l'objectif de profit et que, à tort ou à raison, elles ne font pas. Moi, j'ai été consultant pendant assez longtemps pour savoir que quand vous êtes consultant, vous passez votre vie à aller voir des entreprises en leur disant si vous faisiez ça, vous gagnerez plus d'argent et elles disent pas oui à tous les coups, croyez-le ou non. Donc, c'est pas parce qu'une chose est possible qu'elle va se réaliser instantanément, ça prend beaucoup de temps. Et enfin, et c'est le plus important, parce que dans pratiquement tous les boulots des gens qui nous écoutent, je pense dans tous les boulots des gens qui nous écoutent là en ce moment, il y a une part de choses qui peuvent être faites par l'IA, une part de choses qui ne peuvent pas être faites par l'IA, qui ne doivent pas et ou qui ne peuvent pas être faites par l'IA. Et l'expérience montre que les choses qui ne peuvent pas être faites par l'IA sont généralement plus intéressantes et vont généralement prendre plus de temps et devenir plus importantes dans le travail des gens. L'exemple le plus frappant, c'est les radiologues, encore une fois, dont Geoffrey Hinton, qui quand même sait 2-3 trucs sur l'IA, disait il y a quelques années, il faut qu'on arrête très vite de former des radiologues parce qu'ils ne serviront plus à rien, l'IA va tous les remplacer. Il avait raison sur le fait que l'IA lit mieux que les radios, mais ce que Geoff Hinton avait sous-estimé probablement, c'est qu'un radiologue ne fait pas que ça. Il parle avec des patients, il parle avec les autres médecins, il contribue à des diagnostics, il imagine les traitements et les diagnostics de demain. Et toutes ces choses-là ont pris tellement plus de place dans son travail au service d'un besoin qui, au fond, n'est toujours pas satisfait, qui est que les gens soient dépistés plus vite de toutes les maladies qu'ils ont, etc. Donc, tant qu'il y a un besoin et que ce besoin a besoin de gens intelligents pour le satisfaire, les gens intelligents vont trouver quelque chose à faire. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas trop de radiologues, on en manque. L'exemple du radiologue est simpliste, parce que tout le monde n'a pas une tâche aussi manifestement délégable à l'IA, et donc, a fortiori, pour des gens dont c'est seulement des fractions de tâches qui sont délégables à l'IA, je pense qu'il est assez naturel de penser que le reste de leur travail va remplir une grande partie de leur métier. Et pour ceux dont ça ne sera pas le cas, il y en aura, ils se reconvertiront dans des métiers nouveaux. Car on nous dit, oui, mais alors qu'est-ce qu'il y a derrière ? Parce que l'IA remplace tous les métiers intellectuels, donc qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire ?
On n'en sait rien, mais le fait qu'on n'en sache rien n'est pas nouveau. Si on vous avait dit il y a 30 ans qu'il y aurait des gens qui seraient designers de jeux vidéo sur téléphone mobile, vous n'auriez pas compris ce que c'était qu'un jeu vidéo, pas compris ce que c'était qu'un téléphone mobile, et pas compris ce que c'était qu'un designer de jeux vidéo sur téléphone mobile, et pourtant il y a des tas de gens dont c'est le métier aujourd'hui. Donc le fait qu'on ne le sache pas ne prouve pas que ça ne se produira pas. Au contraire, c'est comme ça que ça s'est toujours passé. Je dis pas que c'est pas une révolution, c'est une révolution. Mais quand 90% des Français étaient paysans et qu'on leur a dit il va y avoir on leur a pas dit d'ailleurs, mais quand il y a eu un exode rural, ils imaginaient pas qu'aujourd'hui ils seraient cadres bancaires, ceux qui étaient paysans. Donc ça, c'est pas parce qu'on n'est pas capable de l'imaginer qu'il n'y a pas de solution. C'est clair. Alors, avant qu'on en revienne sur la décision, je vais revenir sur la radio parce que j'ai fait un IRM il n'y a pas longtemps et la personne qui me faisait passer l'IRM c'était une femme qui avait 73 ans. Et on a eu cette conversation sur l'IA. Et donc, elle a démarré son internat au moment de l'arrivée des premières, de la radiologie, de toute cette technologie-là. Et elle m'a expliqué, et on est revenu sur la différence de posture qu'elle avait constatée chez des professeurs, qui étaient déjà des radiologues ou des professeurs. Et en fait... que c'est pas parce que ils avaient toujours autant de valeur ajoutée et aujourd'hui encore plus, et la technologie évoluant sur l'IRM, une capacité de lire encore plus. Et elle disait, en fait, j'ai vraiment vu, selon l'attitude par rapport à l'outil, ceux qui l'ont embrassé, qui se sont questionnés, qui ont accepté Charlie Challenge, qui sont allés discuter avec des plus jeunes, ont pas du tout eu le même trajet que les autres. Et donc c'est intéressant parce qu'aujourd'hui elle travaille encore, mais je veux dire elle a largement fait sa carrière. Et donc c'est intéressant de voir son regard par rapport à ça. C'est un super exemple, absolument. Je crois fondamentalement ce que vous dites, et attention au piège. On va vraiment revenir sur la décision, mais vous distinguez à un moment donné dans le livre, et c'est important, tout ce qui est création de contenu et ce qui va être décisionnel. Je crois aussi, il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça nous... L'IA, il faut l'utiliser intelligemment, en tout cas là, sur la partie générative, c'est une lapalissade pour nous augmenter, mais c'est une lapalissade, attention, parce que parfois, je vois la tentation, avec des arrivées d'outils comme Copilot, de dire, comme Copilot est sur tous nos meetings, je vais lui demander des feedbacks sur mes collaborateurs. Et là, attention dérive, parce qu'à un moment donné, en fait, le travail d'observation, d'analyse, etc. Donc voilà. Donc on pourrait y revenir tout à l'heure parce que ça reste une décision, ce que je vais dire à mon collaborateur, même si c'est pas exactement le sujet. Mais je trouve intéressant de se dire, mais je veux pas dévoiler la suite, donc je n'en parle pas plus parce que je veux pas arriver au sujet sur ce que vous disiez sur génération et décision. Oui. Parce que la distinction est importante dans un cas particulier. L'étude à laquelle on fait référence quand on contraste ces deux choses-là est une étude qui a étudié quand est-ce que l'équipe humain-machine est meilleure que la machine toute seule ou que l'humain tout seul. Ouais. Et en fait, on a tous entendu 1000 fois ce cliché que oui, mais l'humain augmenté, l'équipe humain-machine, tout ça, ça va nous rendre plus forts, meilleurs, etc. Mais naturellement, il faut qu'on garde le contrôle et qu'on soit toujours le décideur final. En fait, pour les tâches de génération de contenu, c'est vrai. C'est-à-dire que si vous avez un texte à écrire, vous demandez à Copilot de faire un premier jet, c'est pas mal, mais il y a quelques erreurs, vous les améliorez, vous arrivez à quelque chose de mieux. Ou au contraire, vous écrivez un premier jet, Copilot vous corrige 2-3 fautes d'orthographe ou de syntaxe, et c'est mieux. Donc, pour une tâche de génération de contenu, l'équipe humain-machine est supérieure. C'est ce que montrent les analyses, et en particulier les méta-analyses qui ont compilé des dizaines d'études sur des dizaines de tâches de création. Sur les tâches de décision, c'est le contraire. Et ça, c'est un des insights qui nous a poussé à écrire ce livre. C'est que on répète inlassablement l'humain doit garder le contrôle, la machine ne doit jamais décider pour nous, etc., etc. Et en fait, si la machine est meilleure que nous, c'est faux. Si la machine, à partir du moment où une IA est meilleure que nous, je reprends l'exemple du radiologue, si l'IA est meilleure que le radiologue pour lire une radio, alors le radiologue a absolument intérêt à déléguer la décision à la machine. Et déléguer veut dire ne pas repasser derrière, veut dire ne pas corriger l'IA quand on n'est pas d'accord avec elle, parce que précisément, c'est quand on n'est pas d'accord avec elle qu'elle nous améliore. Quand on est d'accord avec elle, elle ne change rien. C'est quand on n'est pas d'accord avec elle que, si elle est meilleure que nous en moyenne, c'est elle qui a raison plus souvent que nous. Donc, si on la corrige à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec l'IA, en fait, on va dégrader sa performance. Et c'est ce que disent les études sur les tâches de décision. L'équipe humain-machine n'est pas meilleure que l'humain tout seul et généralement moins bonne que la machine toute seule, parce que l'humain, se croyant plus malin, corrige la machine quand il devrait en fait avoir l'humilité d'accepter qu'elle est meilleure que lui.
Ça, c'est un vrai changement de paradigme. Mais c'est et un vrai qui est changement. d'autant plus intéressant qu'on n'arrête pas de nous dire le contraire. On n'arrête pas de nous répéter, et dans le contexte des tâches de génération, c'est juste, vous le voyez à chaque fois que vous utilisez ChatGPT, attention, ChatGPT peut faire des erreurs, vérifiez les résultats. Donc pour une tâche de génération, c'est exact. À partir du moment où on a un outil d'aide à la décision qui est suffisamment validé pour une tâche donnée, c'est un point très important dont il faut qu'on parle. On va y revenir parce que c'est pas... Et auquel on peut donc faire confiance, il faut qu'on accepte de lui faire confiance, surtout quand il n'est pas d'accord avec nous. C'est clair. Mais ça implique, il faut parler d'humilité, ça implique un vrai changement de posture. Complètement. N'oubliez pas qu'on est quand même toujours très reconnu et on se sent valorisé par notre expertise. Et tout d'un coup, l'IA peut être plus experte. Et quand je parlais de l'exemple tout à l'heure de posture que me confiait cette radiologue, c'était vraiment ça. C'était que des très grands professeurs qui avaient accepté... Absolument. Mais en fait, ce qu'ils acceptent, c'est pas de dire une machine est meilleure que moi, voilà. C'est de dire mon métier, mon expertise consiste à choisir l'outil que je vais utiliser, à valider que sa performance est supérieure à celle d'un très bon radiologue comme moi, à le tester sur un nombre de cas et sur une variété de cas suffisante pour être sûr que c'est effectivement vrai dans des conditions réelles, et ainsi de suite. En d'autres termes, l'expertise se déplace du cas par cas vers la sélection et la validation de l'outil. Ça, c'est très très important parce qu'on n'en parle jamais. En fait, le réflexe qu'on a tous par rapport à la dernière version de Claude ou de ChatGPT, c'est de dire « Ah bah super, ça s'est amélioré, je fonce dedans, je vais m'en servir ». On ne dit pas « Avant de me servir de Claude 4.6, je vais le tester sur un échantillon de décision pour être sûr qu'il est digne de confiance ». Non, on lui fait confiance a priori. Et ensuite, on vérifie les résultats. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand on est dans le mode délégation des décisions à l'IA, il faut inverser complètement. Il faut se dire « Je veux pouvoir faire confiance à cet outil quand il me recommandera des décisions, y compris quand elles me surprendront. Mais donc, le prix à payer pour ça, ou l'effort à faire pour ça, c'est de m'assurer qu'il est digne de confiance en le qualifiant, en le validant. Quand vous utilisez des tas d'outils tous les jours dans des tas de domaines, vous leur faites confiance parce qu'ils ont été testés. Et en fait, on ne fait pas cet effort suffisamment sur les outils d'aide à la décision qu'on utilise. On va y revenir. On va y revenir par rapport justement à comment décider avec l'IA, mais je voulais revenir sur une asymétrie que vous pointez qui est importante, c'est que les erreurs qui peuvent nous sembler normales chez l'humain nous paraissent intolérables sur la machine. Oui. Alors je pense que ça sera de moins en moins vrai avec l'IA. Mais ce que nous dit la recherche sur la psychologie de la décision et la psychologie de l'aide à la décision par les algorithmes, c'est qu'il y a un phénomène qu'on appelle l'aversion aux algorithmes. L'aversion aux algorithmes, c'est le fait que quand je peux utiliser un algorithme, même s'il est meilleur qu'un humain, j'ai tendance à préférer le conseil de l'humain, et surtout si l'humain en question, c'est moi. Parce que mon propre avis est meilleur que celui des autres, et celui des autres est meilleur que celui d'une machine. Et en particulier, la manière dont ça se manifeste, c'est que dès qu'on voit un algorithme faire une erreur, on va dire, finalement, il n'est pas bon. On attend de l'algorithme, d'une certaine manière, qu'il soit parfait. Si vous avez, comme moi, été en âge de voir apparaître les tout premiers outils du type GPS, comme on a aujourd'hui Waze ou Google Maps, vous vous rappelez peut-être que les premiers, ils disaient des bêtises. Pas à tous les coups, mais enfin, ils n'étaient pas aussi fiables que ceux d'aujourd'hui. Et donc, la tendance qu'on avait, c'était de s'en servir une fois, deux fois, puis de dire, mais finalement, ce truc ne sert à rien, et de le laisser dans la boîte à gants. Alors qu'un humain qui était assis sur le siège passager et qui lisait une carte, il lui arrivait aussi de se tromper, déjà probablement beaucoup plus que les premiers GPS, mais vous lui disiez pas, descends de la voiture, tu sers à rien. Vous disiez, un humain fait des erreurs, c'est normal. Une machine, il faut que ça soit parfait. On a en fait un paradigme de la machine en tête, qui est le paradigme de la perfection. Quand vous appuyez sur le bouton de l'ascenseur pour aller au 3e étage, vous ne vous dites pas « je vais arriver au 3e étage 90% du temps, mais 10% du temps, je vais arriver à un autre étage ». Vous vous attendez à arriver au 3e étage 100% du temps. Parce que c'est éprouvé. Parce que c'est éprouvé. Parce que c'est éprouvé, notre expérience des machines, c'est que les machines, soit ne marchent pas du tout, ça arrive, soit font ce qu'on veut 100% du temps. On s'attend à ce qu'une machine marche 100% du temps ou pas du tout. L'idée de la machine probabiliste, la machine qui, par exemple, suggère un chemin ou prend une décision dans l'incertitude et qui, parce qu'on est dans l'incertitude, ne peut pas avoir raison à tous les coups, est une idée qui est relativement nouvelle, à laquelle on n'est pas encore habitué. Alors que c'est le principe même de nos décisions. Alors que nos décisions, par définition, sont toujours prises dans l'incertitude. Et donc, voilà.
Et voilà pourquoi, quand il s'agit... Enfin voilà, une des explications qui font que quand on a une décision à prendre dans l'incertitude, on ne fait pas confiance à une machine parce que, par définition, elle ne sera jamais parfaite, puisqu'on est dans l'incertitude. Et quand elle n'est pas parfaite, on a tendance à ne pas lui faire confiance. Ensuite, il y a un deuxième phénomène qui s'ajoute à ça, qui explique l'aversion aux algorithmes, c'est qu'on a un jugement moral différentiel entre l'humain et la machine. C'est-à-dire que l'erreur de la machine est impardonnable, l'erreur de l'humain est humaine. Prenez une terrible erreur militaire, comme cette école en Iran qui a été touchée par un missile américain qui a tué 160 fillettes. On a d'abord cru que c'était on ne sait d'ailleurs toujours pas si c'était un ciblage fait par l'IA ou fait par des humains qui se seraient trompés. Mais curieusement, les gens qui en parlent en disant que c'est une IA vous disent « c'est encore plus horrible que ça soit une IA ». Pourquoi est-ce qu'on trouve ça plus horrible ? Malheureusement, c'est horrible dans les deux cas. C'est absolument épouvantable et tragique dans les deux cas. Que ça soit un humain ou une IA, c'est tout aussi épouvantable. Mais ça nous choque moralement beaucoup plus si c'est une IA qui a fait cette erreur que si c'est un humain. Donc, l'erreur qu'on est prêt à pardonner, entre guillemets, à un humain, dans le cas d'espèce, je ne suis pas sûr, mais qu'en tout cas, qu'on peut comprendre et expliquer en se disant qu'un humain n'est jamais parfait, on ne la pardonne pas à une machine. Donc tout ça vous explique pourquoi on est très exigeant vis-à-vis des systèmes d'IA, vis-à-vis des algorithmes en général. Ce que les systèmes d'IA nous apportent aujourd'hui, c'est qu'ils commencent à arriver à un seuil de performance où ces préoccupations ont tendance à s'effacer et où on risque paradoxalement de basculer dans l'excès inverse. C'est-à-dire de passer de l'aversion aux algorithmes, où on n'a pas assez confiance dans des algorithmes qui, tout en n'étant pas parfaits, sont meilleurs que nous, et d'aller à une espèce de confiance aveugle dans les algorithmes, où, parce qu'ils sont meilleurs que nous, on oublie qu'ils ne sont pas parfaits. Donc il faut essayer de trouver un juste milieu. C'est très juste. Et du coup, à partir de là, justement, rentrons dans le vif du sujet, comment est-ce qu'on décide avec l'IA ? Quelle posture ? Alors d'abord, on va y revenir après, mais vous expliquez qu'il y a vous avez fait une cartographie, il y a vraiment des territoires sur lesquels on décide et on ne décide pas. Mais déjà... si on est sur un territoire sur lequel on décide, on fait comment, justement, pour ne pas tomber dans ces travers que vous évoquez ? Pour le dire très simplement, ce qu'on a essayé de dire, c'est que la vraie décision aujourd'hui, c'est de se demander comment est-ce qu'on va décider avec l'IA. Et il va y avoir 3 cas de figure, pour simplifier un peu par rapport à la carte où on a mis plus de régions que ça, mais 3 grands cas de figure. Le premier cas de figure, c'est celui dont on a déjà parlé, où il y a un système d'IA qui peut décider mieux que nous sur une décision où on sait exactement quel est l'objectif. Je veux savoir s'il y a une tumeur ou s'il n'y a pas de tumeur sur cette radio. Eh bien, l'IA peut faire ça mieux que moi. Donc là, il faut que j'accepte de lui déléguer la décision. Après avoir, j'y reviens et j'y insiste parce que c'est très important, après m'être assuré que cette IA est effectivement validée de manière indépendante sur les bons échantillons de cas, etc. Le deuxième cas de figure, qui est en fait beaucoup plus répandu, je pense, pour les gens qui nous écoutent, c'est celui où on n'a pas une IA qui est capable de faire ça, où on ne peut pas valider une IA capable de faire ça. Soit parce qu'on n'a pas assez de données, ça arrive, soit, plus souvent, parce qu'on ne sait pas dire à l'IA précisément ce qu'on veut qu'elle optimise. Je vous donne 1 ou 2 exemples pour illustrer ça. Premier exemple, une décision stratégique. On est dans un comité exécutif, on doit décider, par exemple, de faire une acquisition. Je pourrais dire à une IA, regarde tous les cas où une entreprise a fait une acquisition, regarde les caractéristiques de celle-ci, dis-moi ce que t'en penses. Mais d'abord, on n'a pas énormément de données qui ressembleraient précisément à la situation dans laquelle on est pour savoir de quoi on est en train de parler. Et surtout, au fond, cette IA, si je lui pose la question, elle va me répondre, mais au fond, qu'est-ce que tu veux, toi ? Tu veux l'intérêt des actionnaires ou tu veux celui des salariés ? Tu veux du profit à court terme ? Mesuré par quoi d'ailleurs ? Par le cours de l'action, par les résultats par action, par le profit en bas de ligne que tu vas reporter comptablement, par le cash flow, ou bien tu veux de la création de valeur à long terme, mais mesuré par quoi aussi ? En réalité, quand je suis en train de prendre cette décision-là, je suis en train d'arbitrer entre une foule de choses que je ne suis pas capable de définir suffisamment précisément de manière universelle pour pouvoir entraîner un algorithme qui dirait « bon, si la seule chose qui vous intéresse, c'est ça, alors je peux prendre 1 million de cas et en tirer les leçons. » Ou pour prendre un exemple où, pour le coup, on utilise déjà beaucoup l'IA, et je pense que c'est inquiétant, le recrutement.
C'est le domaine dans lequel l'IA décisionnelle est le plus utilisé dans les entreprises aujourd'hui, les ressources humaines en général, et la sélection en particulier. Pourquoi ? Parce que l'IA permettant aujourd'hui aux candidats d'envoyer des milliers de CV par jour, les entreprises reçoivent des millions de CV. Donc forcément, on est obligé d'automatiser le tri. Le problème, c'est que pour automatiser ce tri d'une manière qui soit meilleure que ce qu'on ferait à la main, il faudrait qu'on puisse dire « voilà ce que je cherche ». Et en fait, dire ce qu'on cherche, c'est très difficile. C'est très très difficile. Tout le monde est capable de faire une longue liste des choses qu'il voudrait idéalement avoir chez tous les candidats. Mais si on lui dit, bon bah oui, d'accord, mais alors après il faut les prioriser, les hiérarchiser, les pondérer, il va commencer à dire, ah bah non, est-ce que le fit avec notre culture c'est très important, les social skills c'est très important aussi, évidemment les compétences techniques c'est très important aussi. Donc en fait tout est important. On n'est pas capable de dire à l'algorithme, voilà comment tu dois pondérer ces différentes compétences. De temps en temps, on va être tenté, beaucoup de fournisseurs de systèmes vont nous le dire, de dire mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de faire ces choix. On va regarder les gens que vous avez recrutés, ceux qui ont réussi chez vous, et on va apprendre à partir de cette base de données pour savoir ce qui fonctionne. Et alors là, on a un énorme problème. C'est que d'une part, la base de données qu'il y a chez vous n'est pas forcément suffisante pour ça, donc on risque de mélanger ça avec des tas d'autres bases de données. D'autre part, le paramètre sur lequel on va programmer l'algorithme va être quoi ? Va être les gens qui sont restés longtemps chez vous, les gens qui ont été bien notés chez vous, les gens qui ont été promus chez vous. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on cherche effectivement à faire ? C'est pas forcément très clair. Et est-ce que les gens qui ont été bien notés, promus, etc., sont effectivement les bons, ceux qu'ils méritaient, ou est-ce que c'est des données dans lesquelles il y a beaucoup de variabilité, de bruit ? On en parlait tout à l'heure. Deuxième problème. Troisième problème, si on fait ça, on va cloner, en admettant que ça marche. Heureusement, ça marche pas très bien, mais on va cloner des gens qui ressemblent à ceux que vous avez déjà. Il y a littéralement des entreprises de fournisseurs de solutions d'IA pour le recrutement qui disent « nous allons vous aider à trouver des clones des gens que vous avez chez vous ». Or, il est assez évident que dans une entreprise, on ne veut pas avoir que des clones, on veut un petit peu de diversité sous tous les angles, et notamment de profils psychologiques, sinon ça va être assez difficile de fonctionner ensemble. Et dernier problème, et pas des moindres, par construction, quand on fonctionne comme ça, on va reproduire toutes les erreurs systématiques qu'on a pu faire par le passé, qui peuvent être des biais classiques, racistes, sexistes, etc., qui peuvent être des comportements de type, des comportements d'homophilie, comme on dit en sociologie, c'est-à-dire qu'on recrute des gens qui nous ressemblent, ou très classiquement, qui peuvent être tout simplement d'exclure des catégories entières de la population qui auraient pu très bien fonctionner chez vous, mais dont vous allez continuer à ne jamais les recruter, puisqu'un algorithme qui ne tirera les leçons que des gens que vous avez recrutés, par définition, ne peut pas tirer des leçons sur les gens que vous n'avez pas recrutés. Donc, vous voyez dans cette... Enfin, je développe un peu longuement cet exemple parce que je me doute qu'il y a beaucoup de professionnels des ressources humaines qui vont nous écouter, et j'en profite pour faire passer ce message. Mais de manière plus générale, le problème ici est qu'on ne peut pas utiliser l'IA pour prendre la décision à notre place, parce qu'on n'est pas capable de lui dire de manière systématique quelle décision on veut qu'elle prenne. Donc là, on est dans le deuxième cas de figure, où ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser l'IA, mais ça veut dire qu'il faut l'utiliser très différemment. Il ne faut pas lui demander ce qu'on veut, il ne faut pas avoir un algorithme auquel on va dire « voilà 1000 CV, trouve-moi les 100 meilleurs ». En revanche, on peut demander à une IA, et là, pour le coup, ça pourrait être une IA générative de type ChatGPT ou Claude, on peut demander à une IA quels devraient être mes critères. À quoi est-ce que je n'ai pas pensé si je suis en train de prendre cette décision ? Quelles sont les erreurs les plus fréquentes des gens qui prennent une décision de ce type-là ? Je penche pour cette solution-là. Quelles sont les 5 choses que je n'ai pas vues et qui pourraient faire que ça soit une erreur ? Challenge-moi sur le choix que je suis en train de faire. Si je recrute cette candidate plutôt que ce candidat, à quoi est-ce qu'il va falloir que je sois attentif dans les premiers mois de son intégration pour compenser les choses sur lesquelles elle semble être moins bonne que l'autre en dépit des qualités qui font qu'elle est supérieure au total. Bref, on peut utiliser l'IA comme un sparring partner. Et on va être dans ce qu'on appelle le mode codécision. Donc il y a le mode délégation, dont j'ai parlé, et il y a le mode codécision, qui sont les deux bonnes manières d'utiliser l'IA, de manière complètement différentes, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, qui nous demandent de fonctionner d'une manière radicalement opposée. Qui vont quand même beaucoup dépendre de quelle IA on bénéficie. Si on a une IA qui a été auditée, validée... Oui, mais surtout qui dépendent de la décision qu'on est en train de prendre. Oui. Et donc, pour une décision qu'on est en train de prendre, est-ce qu'il est possible d'avoir une IA
valider. Voilà. Dans certains cas, c'est possible et on l'a. Dans d'autres cas, c'est possible et on l'a pas encore. Et à ce moment-là, il faut la créer. Il y a des tas de situations où des entreprises peuvent, sur une décision qui leur est propre, créer un modèle d'IA pour elles, spécifique, qui va prendre des décisions mieux. Va pouvoir déléguer. Voilà, qui leur permettra de déléguer. Et dans le cas contraire, à ce moment-là, on va être en mode codécision. Et puis, il y a un troisième cas de figure dans lequel, dont il faut dire 2 mots quand même, qui est celui où on ne devrait pas utiliser l'IA pour de bonnes raisons de principe. Et alors là, on est assez sélectif sur les raisons de principe, on essaye d'être rigoureux, parce que beaucoup de gens vous disent « Moi, je n'utiliserai jamais l'IA pour faire ça, parce qu'il faut que cette décision soit humaine. » Et alors, pourquoi pas ? Il y a des choses pour lesquelles on pense que c'est vrai, on va y venir, mais nous, on part du principe que le fait qu'une décision soit humaine n'est pas une fin en soi, n'est pas une qualité en soi. Il y a des tas de décisions prises par des humains qui sont malheureusement horriblement inhumaines, et il y a des tas de décisions prises par des humains qui sont juste mauvaises. Donc on ne part pas du principe que la décision humaine est sacrée et que la tâche de l'IA serait de répliquer exactement la même. On part du principe qu'une décision humaine peut être bonne ou mauvaise, et que si l'IA en prend une meilleure, il faut de sacrément bonnes raisons pour dire non, je préfère qu'elle reste humaine, même si l'IA est capable d'en prendre de meilleures. Et donc, il faut qu'il y ait de vraies raisons éthiques de fond de penser ça. On a identifié 4 cas dans lesquels on pense qu'il y a effectivement une vraie raison éthique. L'exemple le plus évident, j'y faisais allusion tout à l'heure, c'est les armes létales autonomes. La décision de tuer, pour autant qu'on pense qu'elle soit jamais justifiée, il faut quand même qu'elle soit prise par un humain pour plein de raisons philosophiques et juridiques qui sont, j'espère, évidentes pour tout le monde, et qui en réalité ne sont d'ailleurs pas évidentes pour tout le monde. Il y a même des philosophes pour vous expliquer que les armes létales autonomes, c'est beaucoup mieux que les humains parce qu'elles feront moins de bavures. Donc, il y a besoin d'avoir cette discussion-là. Je pense que la plupart des gens sont d'accord avec l'idée que les armes létales autonomes ne sont pas une bonne idée. J'espère aussi. Pour revenir juste un instant sur ce que vous évoquez, vous le dites dans le livre, et pour moi, ça a été quelque chose... En fait, on entend beaucoup parler, alors encore une fois, on parle souvent de l'IA générative, mais on en entend souvent parler comme d'un mauvais stagiaire ou comme d'un stagiaire. Oui. Et là, on est vraiment sur la notion de business partner. Et je pense que c'est important parce que, du coup, ça nécessite effectivement, quand vous voulez collaborer avec quelqu'un, ça nécessite de poser un cadre, ça nécessite de travailler. Vous parlez notamment de l'importance d'être clair sur les objectifs, premièrement, et ensuite sur la manière dont on veut y aller. Et que c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Et donc, vous dites, en fait, que ça devient, plus qu'un outil de standardisation et d'efficience, ça devient un instrument, alors vous dites de dévoilement. Pour moi, en fait, ça résonnait par rapport... Alors, moi, mes propres usages ne sont que génératives, mais l'évolution de mon usage, qui a été vraiment celle du prompt classique, à celle de travailler sur des agents et donc de m'obliger à vraiment réfléchir, à pousser. Et ça m'a emmené en réflexion sur des endroits où je n'allais pas forcément. Donc c'est en ça que je trouve ça peut être... C'est effectivement assez vertueux. Et c'est là pour moi que c'est de la codécision. Parce que, comme vous dites, il faut par défaut, itérer. Si on ne fait pas l'effort de poser les bonnes questions, par défaut, l'IA est vous disiez, un mauvais stagiaire. En fait, c'est un stagiaire infatigable et faillot, si je résume. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un stagiaire qui va toujours vous dire que vous êtes formidable et que vous avez raison, et qui va vous le dire avec une foule d'arguments, de données et de raisonnements bien présentés, qui vont vous donner une grande confiance dans ce que vous pensiez déjà. Et donc, si vous voulez, dans le mode codécision dont je parlais tout à l'heure, en tirer le meilleur parti, il faut que vous ayez la discipline de vous organiser dans votre travail avec l'IA pour lui demander de jouer le rôle pratiquement inverse, c'est-à-dire le rôle de challenger. C'est ça que je voulais revenir. Vous avez beaucoup parlé des angles morts, quand vous avez parlé des questions. Et je pense que questionner beaucoup l'IA sur nos angles morts, effectivement, par rapport à une décision, c'est intéressant. C'est encore une fois pas un réflexe qu'on a. Et quand on parle de sparring partner, c'est intéressant parce que moi, c'est un terme que j'aime bien, mais les gens me disent souvent, mais un sparring partner, c'est quelqu'un qui vous envoie des coups. Un sparring partner, c'est quelqu'un avec qui vous allez faire un vrai échange de balles, pour le coup. Et donc, effectivement, qui ne va pas vous dire que des choses qui vous font plaisir. Donc, encore faut-il que vous l'autorisiez et que vous lui permettiez ça et donc que vous posiez ce cadre dont on parlait. Et c'est là que ça devient, je pense, que ça devient intéressant, que ça devient nourrissant et qu'effectivement, il n'y a plus ni ce biais de se dire il n'est pas d'accord, j'ai pas confiance, ni l'hyper-confiance, parce que l'hyper-confiance qui est que nous-mêmes, on peut ne pas avoir confiance sur des sujets, et du coup, on se dit, cette décision, elle est compliquée, voilà, je suis bien contente qu'il décide.
Et puis, je veux lui faire confiance parce que de toute façon, il sait mieux que moi. Donc, il y a aussi ce biais-là. Ce biais de... Alors, il y a le risque, et là, on en vient à l'aspect un petit peu plus politique que la chose, enfin, pas seulement au sens politique sociétal, mais au sens, y compris politique des organisations, c'est que se cacher derrière une IA pour prendre une décision, c'est une manière très confortable de ne pas en assumer la responsabilité. Et si c'est à ça que ça sert, on a un vrai problème. Donc, une des conditions dont on essaye de parler, c'est que en aucun cas, jamais, l'IA ne doit se substituer au responsable. Quand je vous dis qu'on est en mode délégation, je pars du principe qu'il y a un responsable de la décision, humain, identifiable, qui, lui, choisit de déléguer la décision. C'est pas le patient qui va se tourner vers une IA pour savoir si sa radio montre un problème ou pas. C'est le patient qui consulte un radiologue. Le radiologue, parce qu'il est responsable de la décision, va faire confiance à une IA dont il sait qu'elle est meilleure que lui pour justement assumer au mieux sa responsabilité. Mais ça reste sa décision. Ça reste sa responsabilité. Donc, précisément parce qu'il est responsable, il va vouloir utiliser le meilleur outil possible. Voilà, mais il décide d'utiliser cet outil. Bien sûr. Et c'est intéressant, si je fais un parallèle rapide avant d'arriver sur ma dernière question avec les principes managériaux, on a vu beaucoup de modèles managériaux ces 15 dernières années, 20 dernières années. Et en fait, c'est intéressant, c'est que beaucoup de gens qui ont adopté différents modèles, plus libérés ou autres, sont revenus au fait que le manager décidait. C'est-à-dire qu'il avait pour rôle de s'éclairer, beaucoup plus, mais de décider. Et à tort ou à raison, mais en tout cas, on voit bien qu'à un moment donné, la notion de responsabilité, elle reste à un endroit et elle reste importante à cet endroit. Donc voilà, je faisais ce parallèle parce que pour moi, ça vient aussi... Et je crois que ça va devenir de plus en plus important. Hein. Ouais. Plus il va y avoir de décisions qui vont être assistées par l'IA, et plus on va se rendre compte que ce qui est important à la décision, c'est pas la décision elle-même. C'est ce qui vient avant et ce qui vient après. C'est-à-dire d'en fixer les objectifs avant, de définir ce qu'on veut, et d'en assumer le choix et la responsabilité et les conséquences après. Et de manière d'abord à entraîner les gens pour qu'ils mettent en œuvre la décision, et ensuite à faire en sorte que derrière on en assume la responsabilité, on en tire les conséquences et on soit capable de la réviser d'ailleurs si elle ne produit pas les résultats nécessaires. Et le boulot d'un manager, c'est ça. Et on parle, c'est curieux comme on parle souvent de décideur, comme si c'était la caractéristique la plus importante. Et quand vous voyez les rubriques dans les journaux qui vous annoncent les promotions, elles s'appellent décideur souvent. Mais en fait, le fait de décider en lui-même, c'est une toute petite partie du boulot du manager. C'est d'ailleurs, au fond, pas la partie la plus importante. Je passe ma vie à étudier la décision, donc je scie la branche sur laquelle je suis assis quand je vous dis ça, mais c'est pas la partie la plus essentielle du boulot d'un manager. Alors, ça reste une partie très importante, et la décision, enfin, on pourrait faire une philosophie sur le sujet, mais ça reste quelque chose, c'est du domaine de notre libre arbitre, de ce qu'on, parfois de notre pouvoir, parfois de carrefour, de moments compliqués, etc. Donc ça reste quelque chose de central dans nos vies, quoi qu'il arrive. Oui. Et quelque part, elle n'est pas neutre sur le fait qu'on en assume les conséquences. Je veux dire... c'est beaucoup plus facile d'assumer les conséquences d'une bonne décision que d'une mauvaise. Voilà. Oui. Donc, non, mais du coup, ça questionne. Alors ça, c'est très, très personnel. On a une différence philosophie, et mon mari m'aide beaucoup là-dessus. C'est que moi, parfois, je prends des décisions, et quand je m'aperçois qu'elles ne sont pas bonnes, j'ai tendance à refaire l'histoire. Et mon mari me dit tout le temps, non, mais en fait, une décision, quand elle est prise, tu avances. Et tu refais. Je dis pas qu'il a raison, qu'il a tort. Je dis qu'en fait, voilà, je vois bien que chez moi, la décision, ça vient déclencher des choses. Et du coup, ça m'intéresse beaucoup. Ce sujet m'intéresse particulièrement. Et il m'intéresse particulièrement, de voir comment est-ce que je peux la travailler différemment, la travailler mieux. Alors, je parle pas des décisions de tous les jours, de ce qu'on va manger, hein, mais quand je suis sur des décisions un peu plus sur lesquelles on va pas revenir sur tous vos orages, mais qui sont extrêmement éclairants sur le bruit, sur les influences, sur notre posture à nous, le moment où ça se passe, etc. Donc, s'il y a nous permet justement, enfin moi je trouve ça intéressant, nous permet de nous obliger à poser des choses, et c'est vraiment, moi, c'est quelque chose... Alors moi j'ai travaillé des agents avec Dust, hein. Et donc, je travaille avec le prompt de Dust qui m'a beaucoup, beaucoup challengé en me disant, non, mais là, en fait, ça, c'est pas clair, ça va pas, ça. C'est quoi tes questions? C'est quoi ton truc? C'est quoi? Et en fait, en me disant, mais en fait, je suis jamais allée à ce niveau de précision, certaines fois, avant d'avancer, avant d'écrire, voilà. Donc, je trouve intéressant parce que ça nous pousse un peu dans nos... dans des réflexions sur lesquelles on va pas parfois par un peu simplification, rapidité. Ça nous pousse, en fait, et c'est vrai dans tous les domaines de la décision, l'IA nous pousse à nous demander, au fond, qu'est-ce que c'est qu'une bonne décision ?
Ouais. Est-ce que c'est, d'abord, quels sont les objectifs qu'on poursuit? Est-ce qu'on les a bien définis? Est-ce qu'on peut les définir? Quels sont les biais qu'on veut éviter? Alors, on veut éviter les biais, bien sûr, tout le monde veut éviter les biais, mais est-ce qu'on est capable de définir précisément quels sont les biais qu'on veut éviter? On en parle longuement pour expliquer qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Est-ce qu'on sait dire à quel moment est-ce que l'objectif sera vérifié ou pas? Quand vous dites la décision, une fois que la décision est prise, on avance, oui, bien sûr. Jusqu'au moment où on envoie les résultats et où ils sont pas bons et il faut changer son fusil d'épaule. Ça peut arriver aussi. Quand je dis on avance, ça veut dire on construit avec ce qu'on a décidé. Voilà. Mais ce qu'on a décidé peut être qu'on se revoit dans 3 mois, on voit les résultats et en fonction du fait que ça a marché ou pas, on va à droite ou à gauche. On peut avoir de la flexibilité aussi dans la mise en œuvre d'une décision. Bien sûr. Donc, toutes ces choses-là, le fait de devoir codifier la décision pour en discuter avec l'IA, le fait d'avoir un sparring partner, comme vous disiez tout à l'heure, avec lequel on va échanger et qui va nous dire « Non mais attends, là ton objectif n'est pas clair, qu'est-ce que tu veux au fond ?» Ça va en fait nous aider, ça va nous tendre le miroir de ce qu'était notre propre décision avec ses forces et avec ses faiblesses. Et donc ça peut être un grand atout. Oui, qu'il faut accepter. Alors maintenant, on va terminer avec les scénarios que vous évoquez à la fin et on revient à la dimension politique du livre. Vous proposez 4 scénarios pour l'avenir, dont un que vous appelez « démocratia ». C'est l'idée que les citoyens participent à définir les objectifs justement qu'on va assigner aux algorithmes. C'est concret, c'est ambitieux. Qu'est-ce que ça implique aujourd'hui et est-ce qu'on est prêt à en prendre le chemin ? Alors c'est ambitieux, il y a même des gens pour nous dire que c'est utopique, on espère que non. Pourquoi est-ce qu'on propose ce scénario-là? Parce qu'en fait, le débat auquel on est en train d'assister aujourd'hui, c'est un débat entre des gens qui vous disent il faut plus d'IA parce que c'est merveilleux, et des gens qui vous disent il faut moins d'IA parce que c'est horrible et que ça met en danger la démocratie parce que, on en parlait en introduction, les choix ne seront plus faits par les gens mais par des algorithmes aveugles programmés par des multinationales cupides. Nous, ce qu'on pense, c'est que le choix n'est pas là. Il y a pas un axe, il y a 2 axes dans cette histoire. Alors oui, les consultants font toujours des matrices 2x2, je sais, mais au fond, il y en a vraiment une ici. Il y a un axe plus d'IA, moins d'IA, et il y a un axe plus de démocratie dans la gouvernance de cette IA ou moins de démocratie dans la gouvernance de cette IA. Et en fait, on peut aller vers on veut pas d'IA et on n'améliore pas la gouvernance démocratique. C'est le choix du rejet technophobe de l'IA, qui, à notre avis, ne mène nulle part parce qu'on n'arrivera pas à arrêter l'IA. Et même si on y arrivait, on se priverait de tous ces bienfaits qui sont innombrables. Il y a une possibilité de dire je donne la priorité à plus de démocratie et je vais vers un scénario qu'on a appelé Nostalgia, où on s'est dit, au fond, ce qui nous manque, c'est de la démocratie directe. Donc, décrivons une espèce de Suisse où on prendrait toutes les décisions au niveau des cantons, sans IA, mais en votant à main levée. Et puis, on a essayé de dire, comment est-ce que l'IA peut devenir un instrument au service d'une démocratie plus directe? Au fond, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que quand on dit qu'on n'a pas confiance dans l'IA, on a souvent tendance à dire que c'est parce qu'on n'a pas confiance dans la technologie derrière l'IA, parce qu'on ne la comprend pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'on la comprend pas qu'on n'a pas confiance. Il y a des tas de choses que vous utilisez tous les jours auxquelles vous faites une grande confiance alors que vous ne comprenez absolument pas comment elles fonctionnent. Si vous comprenez comment fonctionne votre téléphone portable, bravo. Si vous comprenez même comment fonctionne la balance de l'épicier quand vous achetez 500 grammes de carottes et pourquoi vous avez confiance dans le fait qu'il y a 500 grammes de carottes et pas 400, bravo, moi je ne sais pas vous expliquer comment fonctionne une balance électronique. En revanche, j'ai confiance dans la balance de l'épicier parce que je sais qu'elle a été testée, validée par un service de mesure indépendant qui vient tous les ans coller une petite vignette verte dessus. Je prends un exemple volontairement basique, mais cette infrastructure de la confiance dans la société, c'est ce qui nous permet de fonctionner sur tout ce qu'on fait des centaines de fois par jour. Quand vous montez dans un avion, vous avez confiance dans l'avion parce qu'il a été certifié. Quand vous prenez un médicament, vous avez confiance dans le médicament parce qu'il a reçu une AMM. Donc, toute cette logique qui fait toute cette infrastructure qui fait qu'on fait confiance, elle n'est pas là par hasard. Et c'est pas parce que vous comprenez comment fonctionne l'avion ou le médicament que vous avez confiance en lui. C'est une technologie très compliquée à laquelle vous ne comprenez rien et moi non plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait confiance dans l'IA? Au fond, la question, c'est pas l'IA est opaque et c'est pour ça qu'on la comprend pas. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait confiance dans l'IA? Pour qu'on ait confiance dans l'IA, il faut qu'on ait confiance dans les gens qui gouvernent l'IA et qui nous disent cette IA est au service de vos objectifs.
Donc, il faut qu'il y ait un processus par lequel on définit ces objectifs, et il faut que ces objectifs soient les nôtres, citoyens, qui les choisissent démocratiquement. C'est deux choses différentes. Je commence par les objectifs choisis par les citoyens. Prenons une polémique récente. Anthropic refuse au département de la défense américain d'utiliser ses logiciels pour différentes applications dont Trump et son administration pensent qu'ils devraient avoir le droit de les utiliser, comme justement les armes létales autonomes dont on parlait et la surveillance de masse des Américains. Anthropic dit non, on ne veut pas que ça serve à la surveillance de masse des Américains. Notez bien qu'il n'a pas de problème à ce que ça serve à la surveillance de masse des non-américains. Et alors tout le monde s'extasie devant l'éthique irréprochable de Dario Amodei, pour aussitôt s'apercevoir que d'ailleurs OpenAI et Sam Altman, eux, n'ont pas ces problèmes et signent aussitôt le contrat que le gouvernement américain leur demande, etc. Mais au fond, prenons 2 secondes de recul. Le problème ici, c'est pas de savoir si on veut que ça soit Dario Amodei qui décide. Le problème, c'est qui doit décider de ce qu'on laisse l'IA faire ou ne pas faire. Il me semble que c'est un sujet démocratique. Oui. Est-ce qu'on devrait, par exemple, avoir des IA qui régulent le trafic dans les villes pour qu'il y ait moins d'embouteillages ? Si oui, est-ce qu'elles doivent donner une priorité aux voitures dans lesquelles il y a plusieurs personnes, comme quand on a des voies de covoiturage ? Ou est-ce qu'elles doivent donner une priorité aux vélos et aux mobilités douces ? Ou est-ce qu'elles doivent, au contraire, faire en sorte que la circulation soit ralentie pour qu'il y ait plus de gens qui soient incités à conduire, à se déplacer différemment ? Je prends un exemple évident, mais évident parce qu'il n'est pas du tout évident. Voilà un débat qu'il faut qu'on ait démocratiquement, qu'aujourd'hui on n'a pas, avec ou sans IA, et qu'il faudrait qu'on ait démocratiquement parce qu'on n'aura jamais confiance dans un système d'IA qui optimisera le trafic à Paris pour nous si on n'est pas d'accord sur ce qu'est un bon trafic à Paris. On n'aura pas confiance dans un système d'IA qui aide nos militaires si on n'a pas défini qu'est-ce qu'une IA doit faire et ne pas faire pour les militaires. Donc, on pense qu'il faut que les citoyens s'impliquent là-dedans. La difficulté, évidemment, c'est qu'impliquer les citoyens dans des choix politiques à ce niveau de détail-là, c'est assez compliqué. On arrive à le faire sur un tout petit nombre de sujets quand on fait, par exemple, une convention citoyenne. Vous voyez, sur le climat, sur l'étang de l'enfant, sur la fin de vie, on est arrivé à avoir des conventions citoyennes où on fait venir 100 citoyens, on les fait travailler avec des experts, ils débattent, ils élaborent des propositions, et d'ailleurs, à peu près tout le monde dit que ça marche très bien, que c'est une super manière de faire de la démocratie directe et que c'est une manière de réinventer la politique. Et bien au fond, nous ce qu'on dit, c'est avec l'IA, vous pouvez faire ça, puissance 10, 100, 1000, 10 000. Ce qui vous limite aujourd'hui à 100 citoyens, c'est que discuter à 100, c'est déjà compliqué, c'est la limite technologique. Trouver 100 citoyens qui représente à peu près un microcosme de la société française, avec toute sa diversité d'âge, de CSP, de géographie, d'orientation politique, etc. Ça vous demande littéralement d'en consulter des centaines de milliers, avant qu'ils acceptent de venir, mais pour ça, il faut qu'ils viennent à une réunion physique où ils vont discuter pendant toute une journée. Donc en fait, il faut trouver des gens suffisamment motivés. C'est très difficile. Mais demain, avec des IA qui peuvent vous faire la synthèse d'un groupe de 10 personnes qui discutent ensemble à n'importe quelle heure de la journée et l'agréger avec la synthèse d'un autre groupe de 10 personnes qui vont vous donner accès à l'avatar du meilleur expert en circulation des voitures à Paris ou en climatologie si on parle du climat. Vous pouvez faire participer des milliers de citoyens d'une manière complètement transparente et où ils vont avoir réellement le sentiment, parce que ça sera vrai, de contribuer à la décision. Vous pouvez changer d'échelle sur la démocratie directe grâce à l'IA. Et donc, en fait, ce qu'on dit dans ce scénario démocratie-IA, c'est l'IA ne sera acceptée que s'il y a plus de démocratie dans sa gouvernance. De manière générale, d'ailleurs, la démocratie aujourd'hui souffre d'un manque de démocratie directe dans la gouvernance des choix démocratiques et d'un rejet du politique en général, des élites, on l'appelle comme on veut, lié au sentiment qu'il y a une trop grande distance entre les choses que voient les citoyens et la manière dont les décisions sont prises. L'IA peut aider à combler ce fossé et à sauver nos démocraties. C'est un projet auquel j'ai très envie d'adhérer, enfin en tout cas qui a beaucoup résonné, parce qu'aussi je crois beaucoup à tout ce qu'il y a derrière et au fait, au fait de cette combinaison quelque part qu'on peut faire grâce à l'IA des regards et ce sentiment de redonner la place à chacun en fait dans la démocratie, dans le système. Donc, merci pour tout ça. Merci pour votre temps aujourd'hui, merci, Olivier. Mathilde. J'encourage tout le monde à le lire, particulièrement si ces sujets ont résonné. Et puis, à bientôt, j'espère.